Est-ce qu'il a ouvert trop grand les portes, Michel Barnier ? Je ne sais pas s'il a ouvert trop grand les portes. En fait, c'est une question de contexte politique. Certes, les LR ne pèsent très peu électoralement. Les LR pèsent très peu à l'Assemblée. C'est un groupe parlementaire qui est tout petit. Tout ça, c'est vrai. Par contre, c'est le groupe qui fait passer la majorité présidentielle à deuxième, à premier. C'est-à-dire que si par cas vous enlevez les LR, c'est le NFP qui arrive en tête, tout simplement parce que 193 députés est supérieur à 166. Par contre, si vous faites 166 plus 47, le bloc présidentiel peut très bien dire que c'est le groupe le plus important. Et quand vous passez de deuxième à premier, ça vaut très cher. De la même manière, ça permet de faire passer des textes au Sénat. Et je pense que le point le plus important depuis ce week-end, c'est la déclaration de Marine Le Pen, qui dit très clairement qu'elle va censurer le gouvernement un jour ou l'autre pour provoquer et obliger le président de la République à dissoudre. Et quand vous arrivez dans ce contexte-là, le bloc présidentiel, qui a réuni à peu près 20% aux dernières élections, a besoin, dans l'hypothèse de prochaines élections, d'arriver soit deuxième, soit premier dans l'ensemble des circonscriptions. Et si vous prenez un attelage, et je pense que c'est l'objectif de Barnier et de Macron, d'avoir un attelage majorité présidentielle plus les Républicains, vous n'êtes pas exclu d'avoir un bloc à 30-35% qui vous permet de vous qualifier soit premier, soit deuxième dans l'ensemble des circonscriptions, associé à ça au fait que les LR apportent beaucoup de mérite, donc un ancrage local qui manquait au parti présidentiel. Et je pense que tout l'attelage est uniquement lié à la question des élections. C'est-à-dire que lorsque vous regardez... C'est l'arithmétique, ça n'existe pas. 100% de la majorité sortante, plus 100% des LR. Ça n'existe pas. Je vais vous dire, je pense que l'objectif du président de la République, c'était au départ de décrocher la gauche. Comme il l'a vu qu'Olivier Faure ne pouvait pas décrocher en raison d'électoral, en raison de la circonscription d'Olivier Faure, sur lequel on peut revenir éventuellement, il se dit que le seul moyen de pouvoir maintenir un attelage et de survivre politiquement jusqu'à 2027, c'est d'avoir les Républicains qui s'arriment à lui et d'avoir assez d'électeurs, assez de sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat, soit pour durer jusqu'à 2027, soit se préparer en vue d'élections pour affronter et Marine Le Pen et le bloc de gauche et avoir un bloc central qui est assez solide. Il faut quand même se rappeler que le président de la République a fait uniquement 14,5% les dernières élections européennes, qu'il a fait que 20% les dernières élections législatives et qu'il a besoin de renouer son socle. Or, le socle de 2022 qu'il a renoué, c'est en captant les voix de Pécresse qui sont venues notamment avec la guerre en Ukraine, et ces électeurs-là, il en a besoin, et c'est les Républicains de Barnier, de Wauquiez, de Retailleau qui vont lui amener. Le Front Républicain, c'est pas les LR qui l'ont fait. Si aujourd'hui il y a... Non, mais moi je vous parle du premier tour. Donc si on dit il y a des dettes par rapport ou des objectifs par rapport à qu'est-ce qui s'est sédimenté. Je vous dis, c'est que son but. Non mais ça j'ai compris. Son but c'est de faire. Quand vous regardez la dissolution, ce que disent tous les conseillers de Macron, c'est la seule chose suivante, c'est que son but lors de la dernière dissolution, c'est de se dire. Le RN va arriver en tête, nous on va arriver deuxième parce que la gauche va partir divisée. Or, la gauche est partie unie. La gauche fait 28 de manière unie entre 25 et 28. Lui, son bloc fait 20. Donc il a besoin des 10% des Républicains pour passer deuxième ou premier. Le texte déposé par Attal au cours de l'été, plus le pacte législatif de Wauquiez. Donc vraisemblablement, en fait, chacun des camps va prendre les choses les moins extrêmes, donc c'est-à-dire ce qu'il y a le moins à gauche pour les Républicains, ils vont demander à les éliminer du bloc de Renaissance, et ce qu'il y a le plus à droite du bloc de Wauquiez, Renaissance va demander à l'éliminer en disant qu'il faut arriver sur un bloc commun. Et donc sur l'ensemble des choses, sur la fiscalité, sur l'immigration, ils vont atténuer les trucs qui sont trop à droite pour les gens de gauche de chez Renaissance, et de la même manière, les choses qui sont beaucoup trop à gauche, tout ce qui est augmentation d'impôts, etc., les Républicains vont demander à l'emmener, et ce sera le pacte à peu près de Barnier. Ça, c'est sur le quand vous êtes dans l'autre camp, vous aimez quelqu'un qui joue, qui a des positions qui sont différentes en fait, du camp traditionnel, c'est-à-dire que Fabien Roussel s'est fait connaître notamment son opposition avec Sandrine Rousseau sur la question du steak, etc. De la même manière, des gens de gauche ont beaucoup aimé Jacques Chirac parce qu'il était considéré par la droite comme Fillon et Sarkozy, comme un rat de soc, ils ont bien aimé Philippe Séguin, et maintenant ils aiment bien Dominique de Villepin en raison de ses positionnements, notamment sur les affaires étrangères. Pourquoi est-ce qu'il a mis ses positions ? Parce qu'en fait, Dominique de Villepin reprend la position traditionnelle, même si c'est contesté par certains gaullistes comme Arnaud Tessier de la Fondation de Gaulle, tout simplement parce que la droite s'est dérivée sur une logique plutôt occidentale, pro-américaine, avec la rupture notamment de Nicolas Sarkozy en 2007, auquel elle a réintégré l'OTAN, etc., en rompant avec les doctrines gaullistes. Et ce positionnement-là qui fait généralement... c'est-à-dire que vous allez un peu contre votre camp, vous êtes un peu original, vous êtes un peu libertin, un peu en quelque sorte. Ça plaît un peu à l'autre camp dans la mesure où en fait vous êtes capable de vous émanciper de votre camp pour penser entre guillemets à l'intérêt général, notamment sur les positions à Gaza, sur les positions palestiniennes et surtout sur les dernières positions. Et moi j'aimerais revenir dessus. En fait, là où Villepin réussit, c'est qu'il reprend un positionnement gaulliste traditionnel, comme Séguin, comme Guénaud et comme Chirac à l'époque sur la lecture des institutions et sur la politique étrangère. Pourquoi sur les institutions ? Parce qu'en fait, ce qui est reproché par Villepin, par Guénaud et par l'ensemble des gaullistes, c'est que Emmanuel Macron, certes, avait une position d'arbitre, mais il a en même temps voulu être joueur et arbitre, c'est-à-dire arbitre en arbitrant entre le NFP et sa propre majorité, en même temps en jouant, en poussant davantage vers sa majorité. Mais est-ce qu'il y a une stratégie très Thierry Breton, autant que Jonathan Boucher-Petersen ? Oui, moi je pense, et moi je suis plutôt choqué de la manière dans laquelle ça s'est fait, parce que Van der Leyen a imposé quasiment le choix à Emmanuel Macron, mais normalement, le président de la Commission est plus faible que le chef d'État français
et le chancelier allemand. Et cette fois-ci, c'est la Commission qui impose un choix à la France. Ça veut dire qu'en fait, on a un déclassement de la France et Ursula von der Leyen était en capacité de pouvoir le retirer, Thierry Breton, alors que Ursula von der Leyen a quand même très peu de légitimité, il faut quand même le dire. Elle a quand même du mal à se reconduire, notamment parce que le PPE ne la soutenait pas entièrement. Elle a obtenu à peine 53 ou 55% des suffrages pour être reconduite comme présidente de la Commission, en tout cas comme candidate du PPE, et qu'elle a beaucoup d'ennemis dans l'ensemble des États, dans la mesure où elle n'est pas soutenue par les États du pays des Visegrad et par une partie des pays d'Europe du Sud. Donc Emmanuel Macron aurait pu imposer un rapport de force contre von der Leyen, surtout qu'il a besoin d'imposer un rapport de force contre von der Leyen en vue de la procédure de déficit excessive, auquel en fait on doit pouvoir négocier un rallongement des délais parce qu'on n'est pas en capacité de pouvoir faire assez d'économies pour rentrer dans les critères du PSC. Et donc je pense que ça c'est un des sujets et ça montre quand même que la France est en déclassement par rapport à l'Allemagne et au sein de l'Europe. Mais si j'ai